Donc voilà, je vais vous parler un peu du travail que je fais dans ces locaux. Nos missions, donc on est deux techniciens son à Bussy-Saint-Georges, et puis on a aussi des. Attends, je vais laisser je ne vois pas les autres. Trois techniciens son à Bussy-Saint-Georges, pardon, et deux techniciens vidéo. Et voilà, on touche à plus ou moins tous les supports. Mes collègues de la vidéo s'occupent des supports et de la restauration vidéo. Donc nos missions principales, ça va être de sauvegarder les archives sonores, quel que soit le support, qu'il soit mécanique, magnétique ou optique. Et on va faire en fait durant toute cette procédure deux copies en fait. On va d'abord effectuer une copie droite, qui va être une copie sans transformation fréquentielle, sans copie complètement transparente, qui sera la plus fidèle possible. Et ensuite, de cette copie droite, on pourra effectuer une restauration sonore. C'est de la haute résolution quand vous dites la copie oui, droite? Oui. J'évoquerai plus tard la résolution qu'on utilise pour effectuer nos travaux. Et donc c'est dans le cadre du plan de sauvegarde de la numérisation de la BNF qu'on effectue ces différents chantiers. Donc les principaux supports traités à la BNF par mes collègues et moi-même, donc c'est d'abord des supports analogiques comme les cylindres en cire. Donc là vraiment Ensuite on a les disques, les différents disques, parce qu'il y a différentes générations de disques, comme les disques Latte Saphir, les 78 tours, et les disques Pierre à la gravure directe. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les disques Pierre à la gravure directe, ce sont des disques en fait qui servaient essentiellement pour la radio. Donc c'était des émissions étaient enregistrées en direct et gravées, donc le disque était gravé en direct, etc. Ensuite on a donc tous les supports magnétiques. Donc nous c'est essentiellement des bandes quart de pouce qu'on va voir. Je vais évoquer tout ça tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Et les cassettes en public que vous connaissez tous. Ensuite les supports optiques et les supports magnétiques numériques. Donc c'est des données numériques mais qui sont sur bande magnétique. Qui ont aussi leurs particularités. Voilà essentiellement les principaux supports qu'on peut avoir. Donc je vais faire un peu de théorie, un peu d'histoire, mais très rapidement, je ne vais pas vous embêter avec tout ça, puis on finira par des écoutes un peu comparatives sur la fin. Mais c'est quand même essentiel de parler de tout ça pour que vous puissiez mieux appréhender les tâches qu'on a à faire après pour la restauration. En termes de volumétrie, la BNF, c'est grosso modo 7500, de toute façon, 7500 cylindres, 478 tours, 450 000 microsillons et les fameux disques à gravure directs qui sont très fragiles. J'évoquerai ça aussi tout à l'heure, on en a à peu près 12 000. Alors voilà, je vous embête avec un petit peu d'histoire, mais nous, c'est en fonction de ça qu'on va. Il faut quand même avoir un petit aperçu historique pour savoir comment nous on va traiter le fond, de la manière dont on va utiliser telle ou telle plante, tel ou tel matériel. Donc grosso modo, il y avait une ère acoustique et une ère électrique. À partir des années 20, le micro est arrivé. Les amplis sont arrivés, mais avant c'était essentiellement de l'enregistrement acoustique. Donc grosso modo, la personne venait chanter devant le pavillon, qui faisait vibrer, il y avait la membrane, etc., qui était derrière. Et c'était essentiellement acoustique. Donc depuis, après, il y a différentes évolutions. Il y a eu d'abord les cylindres en cire, après il y a eu les disques à gravure latérale. Parce qu'il y a aussi deux techniques de gravure. Dans nos magasins, on a des disques à gravure verticale, donc c'est deux techniques, et des disques à gravure latérale. Donc la gravure verticale, pour simplifier les choses, c'est une gravure en profondeur dans le sillon. Et nous, on connaît tous notre génération, comme les vinyles, donc voilà, c'est les gravures latérales. Et ça apparaît autour des années 20, me semble-t-il, si je ne veux pas dire de bêtises. Donc voilà, ensuite est arrivé le son stéréophonique et puis le fameux vinyle dans les années 48.
Et ensuite l'air magnétique et puis les CD qu'on connaît aujourd'hui. Je vous parle aussi de la composition des disques qu'on peut retrouver en fonction des périodes. On retrouve un peu toutes ces... Ça a d'abord été fait en caoutchouc vulcanisé. Et ensuite c'était de la gomme laque et ensuite c'était du PVC, donc du polychlorure de vinyle sur les vinyles. Et pourquoi je vous parle de ces différentes matières? Parce qu'avec le temps, ces différentes matières vont se dégrader plus ou moins vite. Ça aussi, je vais l'illustrer avec des photos. Voilà, je voulais que vous regardiez un petit peu ces procédés de fabrication qui étaient un peu hétérogènes. Et en fait, ça fluctuait en fonction de la situation géopolitique à l'époque, en fonction des guerres, etc. On trouvait plus ou moins de telle ou telle matière. Donc les maisons de disques, en fait, faisaient avec ce qu'il y avait, quoi. Donc, ça pouvait être ce genre de matière-là. Ça pouvait, on a retrouvé aussi un peu de la brique, des débris de briques, du verre, des choses comme ça. On trouvait tout un tas de choses. Donc, maintenant, je vais vous parler un peu des dégradations constatées sur le support disque. Après, je parlerai un peu de la bande magnétique. C'est essentiellement d'abord, effectivement, le plus classique, c'est les moisissures, les poussières qu'on, à force d'années dans les locaux de conservation, plus ou moins bien, à plus ou moins bonne température. On peut se retrouver avec des moisissures et des poussières. Ça, c'est le plus classique, mais on peut nettoyer tout ça, vous allez voir après aussi. Ensuite, on a un autre type de dégradation, c'est comme sur la gauche, là, une usure prononcée du sillon. C'est-à-dire que le disque a été lu, relu, c'est pas les pointes fines et légères qu'on avait à l'époque, hein, c'était les fameux burins en acier ou en ébène, ou d'autres matières. Et en fait, la tête était beaucoup plus lourde que ce qu'on connaît maintenant, en fait. Donc du coup, le sillon, on peut dire qu'il est labouré. Et donc du coup, nous, après, il faut qu'on trouve une technique pour essayer quand même d'en extraire un minimum de matière sonore. Sur la droite, ça c'est assez courant, on a aussi des disques qui se cassent assez facilement. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, ça va être du bricolage, comme vous pouvez le voir ici. On va reconstituer, quand c'est comme ça va encore. Là, il y a 2-3 morceaux. On va essayer de reconstituer, de rescotcher un peu les morceaux entre eux, tourner cette partie-là sur l'autre et puis lire le disque comme on peut. Alors forcément, il y aura des accidents de lecture. Vous entendrez des clics, des machins, peut-être des sauts de sillon, etc. Mais ça, c'est quelque chose qui va pouvoir se réparer. Après, numériquement, on va pouvoir reconstituer le signal, même s'il y a eu un petit accident de parcours avec la pointe de lecture. Donc, voilà, c'est le genre de bricolage un peu artisanal, mais voilà, c'est des solutions. Il n'y a pas de meilleure solution que ce genre de choses pour essayer d'extraire le contenu. Est-ce qu'il y a des disques voilés? Il y en a, je vais vous montrer. C'est surtout le micro-sillon, c'est avant déjà. Non, voilés, c'est des disques, pas forcément des micro-sillons, mais de toute façon des disques avec une âme assez fine. Et aussi, s'ils ont été mal, que ce soit un micro-sillon ou un autre, s'il a été mal entreposé, mal conditionné, avec les bonnes températures et d'hygrométrie, ça se voit là assez vite, mais vous allez voir qu'après j'ai un autre exemple à vous montrer. Donc ce genre de choses, de disques cassés, si le sillon ne passe pas à la vitesse à lecture, à la vitesse nominale, on a des techniques aussi pour les lire à la moitié de la vitesse, et après reconstituer numériquement la vitesse nominale. Donc comme ça, l'accident dans le sillon, il n'y aura pas de saut de sillon, il y aura un petit bruit, mais voilà, c'est des petites solutions un peu techniques comme ça avec lesquelles on va opérer. Le fameux disque voilé, mais là c'est un disque souple en fait. Hein. Ah, oui. C'est un disque souple. Donc pareil, il a dû subir des chauds et froids assez intenses. Donc là, de la même manière, soit on peut le relire. En général, on ne peut pas le relire à vitesse nominale, donc ça c'est le genre de solution que j'évoquais tout à l'heure, précédemment. C'est de lire à la moitié de la vitesse. Ou alors, après c'est aussi des techniques artisanales sur lesquelles on va poser des poids un peu partout pour essayer d'aplanir un maximum
le disque. Et à droite, c'est plutôt des altérations de la surface du disque. Là, la petite trace blanche, que, je sais pas, non, vous voyez pas ma flèche. Ah, enfin, vous voyez les traces blanches, en fait, ça c'est l'âme qui était en dessous, l'âme du disque qui était en dessous, et c'était le fameux diagramme que je vous ai montré tout à l'heure, c'est du coton, en fait. Le fameux diagramme, voilà. Là, par exemple, voilà, on a un peu de coton sur certains disques, et ben, c'est exactement cette illustration-là. Qui ressort. Voilà, qui ressort à force de lecture, à force de temps, etc. Et du coup, voilà, avec les difficultés avec lesquelles on se retrouve. Donc du coup, soit ça passe de la même manière, soit ça passe à vitesse nominale et ça sera tant mieux, soit ça passe pas et on essaiera de toute façon d'extraire le maximum de matière en lisant à une vitesse un peu inférieure et de reconstituer la vitesse par la suite. Autre type de dégradation. Je vous montre des différents cas de figure, hein. C'est vraiment ce qu'on retrouve nous tous les jours quand on numérise des disques. Donc là, le fameux disque Piral sur votre gauche à gravure directe, hein, celui dont je vous parlais tout à l'heure, dont on servait essentiellement en radio pour faire des rediffusions d'émissions, etc. Donc ces disques-là, en fait, il y a une rigidification, une rétractation du vernis avec le temps. Et ça se manifeste par des craquelures, en fait, la matière se rétracte. Et c'est un processus chimique qui est irréversible et puis aussi évolutif, quoi. Ça ne s'arrange pas avec le temps. Parce que c'est des disques à base d'acétate de cellulose. Et c'est ça qui provoque cette dégradation chimique. Et donc voilà. Et à droite, ce sont des remontées d'acide stéarique, excusez-moi. Ce sont des matières organiques qui se dégradent aussi avec le temps et qui finissent par remonter à la surface et qui finissent aussi par obstruer le sillon. Et donc quand le sillon est obstrué, vous avez forcément... vous ne pouvez pas lire toutes les informations, il y a des pertes d'informations sonores. Donc, dernière type de dégradation, et puis la plus extrême, on va dire, c'est pareil, hein, c'est le même type de disque, gravure directe, donc acétate. Et là, donc vous pouvez observer sur la gauche lame, la fameuse âme en zinc. Donc c'est vraiment le plateau sur lequel est posé l'acétate de cellulose. Et après, différentes étapes de dégradation qui sont vraiment irréversibles. Donc évidemment, sur le cas de gauche, on peut encore faire des petites choses. Nous, à la BNF, on ne peut rien faire sur les deux suivants. Par contre, l'INA, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, a développé ce genre de machine sans contact. C'est un laser. Pardon ? Au laser. Oui, c'est ça, c'est une lecture optique sans contact. Et qui va permettre justement de relire ce type de disque. Alors, par exemple, celui du milieu, celui de droite, on n'en parle plus, il est séché. Mais celui du milieu, il est encore potablement, enfin possiblement traitable avec ce genre de dispositif. Et donc ça permet de scanner, si vous voulez, le sillon et de reconstituer les parties, comme vous pouvez le voir en bas, de reconstituer les parties qui sont rompues. L'autre type de support sur lequel on travaille, c'est aussi les bandes magnétiques. Les bandes magnétiques quart de pouce, donc qui sont c'est des bandes qui peuvent accueillir jusqu'à 4 pistes. Et il y a eu aussi différentes matières sur lesquelles étaient fabriquées étaient posées les particules ferromagnétiques, excusez-moi. Donc ça a commencé historiquement avec le papier Kraft. On n'en a pas à la BNF. Et ensuite on a les bandes en acétate de cellulose. Donc l'avantage c'est qu'elles sont rigides et cassantes. C'est un avantage cassante parce qu'il y a certaines bandes qui peuvent aussi s'étirer. Donc là on peut se dire que le contenu sonore est inexploitable.
Là au moins c'est cassant, ça casse, donc on recolle. Mais ça peut être aussi un inconvénient. Et les plus récentes, c'est les bandes en PVC ou en polyester préétiré. Donc là, voilà, comme je l'ai écrit, elles sont préétirées en usine. Ce qui fait qu'en cas d'accident, de tension de bande ou d'autres choses, le contenu sonore la matière sonore sera sauvegardée. Est-ce qu'on connaissait, nous, les cassettes audio? C'est quoi? C'est du polyester. Alors, prétiré pour les cassettes audio grand public, je ne saurais pas vous dire. Peut-être que quelqu'un sait. Non. Je ne sais pas pour les cassettes grand public, je ne sais pas. Mais je pense que, en tout cas, c'est au minimum du polyester. Donc voilà. Donc ça, c'est une bande, la fameuse bande acétate. Dans l'analogique acétate, donc qui se caractérise par le fait qu'elle soit transparente comme ça, et elle sent très fortement le vinaigre. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait c'est la fameuse bande acétate cassante, et qui se caractérise par le syndrome du vinaigre, on appelle ça. On a la même chose sur les bandes vidéo. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait il y a une libération d'acide acétique. Et du coup, c'est une dégradation du support aussi, et la bande va s'effriter, la bande va être cassante et elle peut se dessécher. Donc l'idéal, voilà, c'est ce genre de bandes font partie des bandes les plus fragiles. Et en général, on les aère. Il ne faut pas qu'elles soient dans des boîtes en termes de conditionnement, il ne faut pas qu'elles soient dans des boîtes trop hermétiques. C'est le genre de bande un peu problématique. On va se retrouver on va retrouver aussi des bandes dans ce style-là où il y a beaucoup de déformations. Je ne sais pas si vous les percevez bien là, si vous les voyez bien. C'est des bandes qui sont un peu ondulées comme ça, qui forment des vaguelettes là. Ou alors on la voit bien là dans sa face, des déformations. Et ça, en fait, ça va nous poser des problèmes à la lecture. Enfin, la lecture va bien se passer, mais simplement on va avoir des fluctuations de niveau. Forcément, vous avez le canal gauche, le canal droit, où vous pouvez avoir 4 pistes aussi, donc il va y avoir des variations de niveau là. Il n'y aura pas un bon vrai contact avec la tête de lecture. Donc voilà, tout ça c'est des défauts qu'on peut retrouver assez régulièrement. Et bon, après on se, comment dire, s'il y a une fluctuation de niveau, voilà, sur une bande double mono, il y aura un effet droite-gauche comme ça. Nous on va la repasser peut-être en simple mono. Ce sera pour de l'archive, ce ne sera pas forcément... mais au moins, on aura quelque chose de propre. Donc voilà. Il y a un autre type de bande qui eux, sont très problématiques aussi. C'est ce fameux, on appelle ça le sticky shed syndrome. Et c'est en fait le liant qui se dégrade. Et donc d'une spire à l'autre, donc comment vous expliquer, en fait vous avez sur une bande vous avez la dorsale, les particules, une couche de liant, donc de colle, et les particules ferromagnétiques qui sont dessus. Et en fait avec les années, voilà, les spires collent les unes aux autres. Et ce qui se passe, c'est que y a un décollement de ces particules, et donc qui dit décollement dit aussi perte d'information. Là, les petits points blancs que vous voyez sur la bande en haut, c'est la dorsale qui est devenue transparente. Voilà, il y a un bout de on va dire c'est infime, mais il y a un bout d'audio qui est parti. Donc ça se dépose aussi sur le chemin de bande, sur la tête de lecture, sur la tête d'effacement, etc. Et c'est d'autant plus embêtant que du coup ça ralentit la vitesse de défilement, mais ça aussi, on entend aussi l'effet que ça fait. Donc ça fait un effet crissement, de crissement assez désagréable. Et c'est audible, on enregistre la bande, voilà, ça s'entend. Donc pour ça, on a des solutions, nous, soit on va diminuer la tension de bande pour qu'il y ait moins de tension sur la tête de lecture et pour que ça glisse au mieux, quoi. Donc dans certains cas ça va fonctionner. Et sinon la dernière opération on va dire, de sauvegarde, et puis après voilà, c'est de mettre ça en étuve, de mettre cette bande en étuve pour réhomogénéiser le liant en question.
et de permettre une dernière lecture de sauvegarde, parce qu'après de toute façon le lien va se refroidir à nouveau et ça sera fini. Mais, il y a cette option-là qui permet éventuellement de sauver les données audio qui sont sur la bande. Et dernier problème sur les bandes comme ça, quart de pouce, c'est les points de montage là, que vous voyez. J'ai mis un petit scotch blanc là, juste là. Et en fait, comme les montages audio à l'époque se faisaient pas en numérique, hein, c'était de l'analogique. Donc du coup, on faisait des montages au ciseau pour monter une émission, peu importe. Et en fait, ces scotch-là de montage vieillissent mal. Et il y en a qui deviennent secs. Alors on peut se retrouver sur une bande de 30 cm, d'un diamètre de 30 cm, je ne sais plus combien elles font, les bandes. Ce type de bobine là, on peut se retrouver avec plusieurs centaines de points de montage. Et donc quand vous balisez la bande, à chaque point de montage, le collant saute. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On refait la réflexion on s'occupe de faire aussi la réflexion de tous ces points de montage pour pouvoir lire la bande telle qu'elle était au départ. Il y a aussi le collant qui peut glisser aussi d'une spire à l'autre, enfin devenir un peu liquide et se coller à l'autre spire, etc. Et ça peut aussi provoquer des fluctuations de vitesse, du pleurage, enfin voilà, tout un tas de soucis auxquels il faut comment dire, voilà. Donc ça c'est c'est pour les points de montage. Et après pour les bandes, c'est surtout nous on fait attention au conditionnement et au stockage du support. Ça c'est aussi sur votre gauche, c'est aussi l'état dans lequel on retrouve les bandes qui ont été conditionnées de cette manière-là avec les noyaux. À force de rester dans leur boîte comme ça, la tension diminue et on se retrouve avec des bandes qui sont complètement emmêlées, etc. Donc là, vous avez 700 mètres de bande. Donc là, c'est pas bon, ça va encore. Hein. Mais bon, des fois, on est obligé de reconstituer tout ça. Et donc l'idéal, c'est encore de les stocker sur des. Mais à l'époque, c'était les noyaux. Il y a encore beaucoup de bandes qui sont comme ça, donc l'idéal c'est de les stocker sur des flasques. Et c'est intéressant aussi de les mettre sur des flasques et de les stocker comme si on avait fini la bande. Il ne faut pas les rembobiner en fait. Ce qu'on appelle le rembobinage en tell-out, c'est vraiment la fin. Et ça permet d'éviter tout ce qui est pré-écho. Parce qu'avec le temps, il y a un effet de. Comment dire? Il y a un effet d'empreinte qui se fait et le fait d'enregistrer comme ça, de les rembobiner tel out, on va avoir plus de post-écho que de pré-écho. C'est-à-dire qu'à la lecture, je ne sais pas si c'est un peu compliqué peut-être pour vous, vous n'êtes pas dans cet univers-là. Le pré-écho, vous allez avoir, avant que la phrase se dise, on va l'entendre en pré-écho. Et donc ça, le pré-écho, on l'a surtout quand on rembobine la bande, comme si on allait la relire à nouveau. Donc il vaut mieux la laisser en fin de bande comme ça, on aura plus de post-écho qui sont beaucoup plus que des pré-échos, qui sont beaucoup plus gérables que les pré-échos. Donc voilà, j'en ai fini, c'était juste pour vous faire un petit état des lieux, l'état des supports qu'on peut retrouver, à différents degrés de gravité. Donc ensuite, je vous avais parlé de cette copie droite, de la copie restaurée. Donc toujours pour les disques, c'est quand même la BNF, c'est quand même pour le coup le support principal après les bandes, enfin avant les bandes. Donc il y a un nettoyage qui va se faire chez nous à la BNF avant la numérisation. Parce qu'en fait il y a beaucoup d'impuretés qui sont incrustées, qui sont accumulées dans le sillon. Donc ça peut être de la poussière, des moisissures comme on disait tout à l'heure, les fameuses remontées d'acide, enfin les fameuses traces blanches qu'on voyait tout à l'heure qui sont des remontées d'acide magnétique, tout ça obstrue le sillon.
Donc c'est peut-être des... Donc effectivement c'est des corps étrangers qui sont microscopiques mais à la lecture qui vont s'entendre. La moindre poussière, la moindre moisissure, tout ça, ça va s'entendre. Ça va provoquer des craquements, des clics, des choses comme ça. Et donc ce nettoyage préalable va permettre justement de dissoudre un peu toutes ces choses qui sont incrustées dans le sillon. Et donc en fait, le procédé c'est comme une platine disque, mais sauf qu'à la place de la pointe, vous avez un fil en nylon. On a élaboré, le laboratoire de la BNF a élaboré un produit un peu spécifique qui permet de nettoyer la surface du disque, mais sans non plus l'attaquer agressivement. Donc voilà, grosso modo, on étale ce produit. On a une pompe qui va aspirer, donc cette eau savonneuse spécifique. Et le nylon va décrocher un peu toutes les impuretés. Et voilà, ça va finir sur toutes les impuretés vont finir dans la petite bouteille à droite. Donc après, on a une période de séchage, bien sûr. Vous avez combien de machines pour nettoyer les nylons? Ça, on en a 2 comme ça. Alors après, il n'y a pas que ça, il y a aussi, on peut faire par ultrason, je crois. Ultrason, ça fonctionne bien aussi. Alors pour les vinyles, peut-être, là on est sur des disques beaucoup plus vieux, donc peut-être avec des impuretés beaucoup plus embêtantes. Mais l'ultrason, je sais que ça fonctionne bien aussi. Là c'est juste, non, je sais pas, c'est pas très visible, mais grosso modo ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que j'avais numérisé avant cette phase de nettoyage et après. Bon là, c'est pas très visible, mais grosso modo tous les petits événements un peu ponctuels, type clic, etc. Il y en a beaucoup moins en bas qu'en haut, quoi, en fait. Bon, c'est peut-être pas très flagrant là comme ça, mais je vous assure que si. Et donc pour nous c'est une étape, c'est déjà par entière une étape de restauration du support, parce que ce sera une étape, c'est une étape importante, ça nous permettra, après nous on sait qu'on a la phase de restauration sonore à faire, donc si on peut enlever quelques clics par ce biais-là, on sera bien content, parce que c'est des choses qu'on n'aura pas à faire aussi par la suite. Mais pratiquement, comment vous savez que celui-là il va être restauré ou pas? Il faut les écouter alors. Ah, mais on les écoute tous, mais ils ont tous, en tout cas tous les disques anciens ont besoin d'une restauration. Je veux dire, c'est d'autres collègues qui les écoutent et qui font une pré-écoute, ou c'est vous qui les découvrez Non, c'est nous qui découvrons en fait, qui découvrons l'état du contenu en fait. Et de toute façon, on sait que tous les disques des années 20, des années 1900, des années 10, 20, on sait qu'il y aura des problèmes de bruit de surface, de craquement. Des fois sur du micro-sillon, c'est pas forcément facile. Alors, nous, c'est la restauration, on l'écoute, mais c'est plus léger. Hein. Ouais. Ça va être des clics, des petits clics très. Voilà. Des fois, ça va être un micro-sillon. Le micro-sillon peut être rayé aussi. Ça, il faut l'écouter. Ouais. Mais la plupart du temps, on fait une petite restauration. Le temps, je veux dire, de traitement, du coup. Oui. C'est très variable. C'est très variable. Voilà, donc c'était pour faire un petit comparatif avant-après. Donc cette fameuse copie droite, ce sera pour nous la fameuse copie master de référence. Nos disques sont pas éternels et pour les plus anciens, du coup, ils ont pris un sacré coup pour certains. Donc du coup, ça va être le but de cette copie droite, ça va être de faire un transfert numérique linéaire, comme je vous disais tout à l'heure, et sans coloration sonore, donc sans équalisation, sans modification fréquentielle, sans modification dynamique, pas de compression de signal, ou ce genre de choses. On va faire quelque chose le plus transparent qui soit, le plus fidèle qui soit par rapport à l'original aussi. Notre norme de numérisation chez nous, c'est le 24 bits 96. Bon, ça parle peut-être pas beaucoup à certains. Sur votre gauche, c'est la norme de codage, en fait, la qualité de codage du fichier. Les CD qu'on a à la maison, pour ceux qui en ont,
C'est 16 bits 44.1. Voilà, c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur. Donc nous on numérise en 24 bits 96. Donc je vous ai mis ça on s'en fout, hein, les valeurs en dessous, mais c'était juste pour vous donner quand même, voilà, on est à une ordre de grandeur quand même, voilà. Et donc là nous en 24 bits 96, on a beaucoup plus de détails de la sinusoïde. Et pour nous c'est important parce qu'après pour l'étape de restauration, plus on aura forcément de détails du défaut, de tel ou tel défaut, plus il sera facile de l'enlever précisément, de l'atténuer précisément. Donc voilà, c'est la norme, nous c'est 24 bits 96. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Alors, pour les disques, la BNF, on a plusieurs exemplaires, donc voilà, on va faire un choix par rapport à l'exemplaire qui est le plus en bon état. Et ensuite, on aura des choix de pointes de lecture, de cellules. Parce qu'on a tout un tas de pointes de lecture. En fait, on a tout un panel de différentes formes de pointes, donc des pointes sphériques, des pointes coniques, des pointes elliptiques, de différentes tailles, des pointes qui sont plus destinées à des disques pâté saphir. Donc il faut savoir que plus on va vers les anciens disques, plus on va avoir des pointes assez, entre guillemets grosses, hein, ça reste très petit, mais par rapport à la pointe du vinyle, voilà, on est sur des tailles assez grosses. Et comme le disque a été lu un certain nombre de fois, le disque a mal vieilli, etc., on va jouer avec toutes ces pointes-là pour essayer d'extraire un maximum et dans les meilleures conditions du contenu sonore s'il en reste. Voilà. Parce que dans certains cas, c'est très compliqué. C'est-à-dire que le fond du sillon est complètement labouré, comme vous avez pu le voir. Donc ce qu'on va faire, c'est éventuellement de lire là où ça n'a pas été lu à l'époque, et notamment des fois c'est sur les flancs, ce genre de choses. Et donc du coup, ces réglages, ce fameux réglage d'anti-skating par exemple, ça va nous permettre de gérer le bras, la force du bras qui va de l'extérieur vers l'intérieur. Donc voilà, comme vous pouvez le voir sur la droite, en fonction du réglage qu'on aura choisi, voilà, la pointe va plus aller sur le flanc droit ou sur le flanc gauche du sillon. Et voilà, ça c'est à l'oreille en fait, on fait une écoute avant la numérisation, on fait des essais de pointe comme ça, avec différents réglages, donc d'anti-skating, aussi par rapport à la force d'appui de la pointe dans le sillon, la force verticale. Voilà, tout ça, ça va jouer, ça va donner un son, ça va donner une couleur. Et nous, on sait après les solutions qu'on a en termes de restauration sonore. Je sais que par exemple la distorsion va avoir beaucoup plus de mal à l'atténuer du moins. Donc je vais utiliser une pointe qui va générer peut-être beaucoup plus de bruit de surface, mais moins de distorsion. Après, c'est des choix qu'on fait, c'est des compromis à chaque fois. Donc voilà, ça c'est des petits réglages qu'on fait un peu à chaque fois avant d'écouter un disque. Et puis bon, voilà, par info, c'est une petite pointe, une pointe que vous avez en vue microscopique. Et on peut voir toutes les impuretés d'ailleurs qu'il y a dedans, qu'on aura enlevé du coup avec la fameuse machine dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors maintenant, la phase de restauration sonore, une fois qu'on a fait cette copie droite, et donc qui est gravée dans le marbre et on n'y touche plus. Donc ça consiste à quoi? En quoi, pardon? Il faut savoir que les disques et tout ce qui est cylindre, ça se caractérise par une lecture qui est mécanique, et donc qui crée il y a un contact physique qui se crée avec la pointe. Et de là va émaner tout un tas de bruits indésirables. Alors ça va être soit des bruits diffus, comme le souffle, comme le bruit de surface, comme le rumble. Le rumble, c'est un bruit mécanique qui est inhérent à une platine à disque. Et on a des bruits plus impulsionnels, comme des clics, des craquements, où c'est des bruits qui vont être soit cycliques, soit vraiment ponctuels.
Et donc à gauche, ce que je voulais vous montrer, c'est l'outil un peu, voilà, l'outil un peu principal qu'on a pour restaurer, en fait, là, pour faire une première phase de restauration. On a plusieurs solutions techniques, plusieurs solutions numériques qui vont être un peu complémentaires les unes aux autres, par rapport aux autres. Mais celle-ci, c'est la principale. Et en fait, ça se passe comment? C'est que sur votre gauche, ici, en fait, on va lancer un certain nombre de modules comme ça en série. Et chacun de ces modules va avoir un rôle un peu particulier. Donc, ils ont des algorithmes un peu spécifiques chacun. Il y en a un qui va être chargé de régler plus, d'enlever un certain nombre de clics. Il y a des équalisations qui vont nous permettre d'enlever un peu de souffle. Et puis après, on a tout ce qui est denoising, etc. pour enlever d'autres choses encore. Et pour nous, on travaille, là comme ça peut paraître un peu compliqué, mais c'est très, très simple à comprendre et c'est très visuel en fait. On fait de l'audio, mais ça reste cet outil-là de vue spectrale en fait. Nous on a l'habitude de voir des waveforms numériques, etc. Mais là c'est une vue spectrale. Donc en fait, grosso modo, pour vous expliquer, en bas ici vous avez les fréquences graves et donc le fameux rumble, le fameux bruit de la platine. Donc ce sont des fréquences assez graves et qui sont complètement inutiles au contenu qu'il y a dedans. Nous, ce qui nous importe, c'est ça. Et au-dessus, vous avez le souffle. Et après, les couleurs, plus elles sont foncées, plus c'est fort. Grosso modo, c'est ça. Là, on dit toujours qu'il y a des fréquences que l'oreille n'entend pas. Non. Là, on est sur du 20-20 000, je crois. 20-20 000 Hz. Donc tout ce qui a été là enregistré, on est censé l'entendre. Tout ce qui a été enregistré, on est censé l'entendre, sauf si le disque est dégradé, que je vous dis, j'ai des pertes d'informations parce que le sillon est labouré. Donc voilà, et puis après on a des outils numériques, voilà, où ça c'est sur la droite, où ça va me permettre d'enlever un bruit de fond. Donc ça fonctionne par empreinte, en fait on lui apprend, on va trouver un passage où il y a ce fameux bruit de fond qui est vraiment dérangeant pour l'intelligibilité générale. Et donc on va prendre un petit bout de ce bruit de fond, on va prendre son empreinte et on va lui demander d'atténuer ce bruit de fond ensuite. Donc voilà, c'est deux des outils qu'on utilise, on utilise un peu plus. Là je voulais montrer à quel point cette vue spectrale est parlante. Là en fait c'est un disque fêlé. Donc le disque fêlé que vous avez pu voir tout à l'heure, que j'ai reconstitué avec mes petits scotch et machin, et que j'ai relu. Donc forcément ce disque fêlé, les clics très ponctuels que vous pouvez voir à la verticale sont toujours audibles, mais je vais pouvoir les supprimer, définitivement les supprimer. C'est l'équivalent d'un Photoshop, mais pour l'audio finalement. Je vais prendre mon petit phénomène ponctuel, je vais le prendre et puis je vais le déplacer, je vais lui dire de me le remplacer par un autre endroit où il n'y a pas ce... Voilà, par exemple, lui, je vais le prendre, je vais lui dire, tiens, on va prendre plutôt, je vais te remplacer par ça, et le clic, je ne le verrai plus. Donc là par contre, l'inconvénient, c'est que le clic, on l'a en bas du spectre, mais on l'a aussi tout au long de la bande passante, et notamment sur la voix ou la musique. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez minutieux, parce qu'on peut enlever les clics, mais l'intérêt c'est aussi de ne pas toucher au signal utile. Donc c'est un peu la difficulté. Et on y arrive toujours ou pas? Oui, on y arrive. Ah ouais. Et j'ai une tendinite là en ce moment. Ah ouais. Voilà, mais on y arrive. Vous grossissez la cellulite de plus en plus pour arriver. Voilà. Alors des fois c'est pas forcément, des fois on y arrive plus que d'autres, mais bon, dans l'ensemble on y arrive. Là ici, c'est bon. Là c'est de la distorsion, donc c'est très désagréable à l'oreille, pardon. Et pareil, cette distorsion, donc là c'est très facile à enlever. Par contre ici, moi j'ai du signal utile, j'ai de la voix ou de la chanson, donc tout ça, voilà, c'est un travail assez fastidieux, mais en tout cas très efficace sur ce type de logiciel. Une question toute bête, mais par exemple, une boîte de disques, les archives ont brûlé, etc. Partent de quoi?
s'ils ont plus les bandes magnétiques, studio, machin. J'ai déjà entendu que par exemple, des fois, ils repartent de la matrice. De la matrice, oui. Ils repartent de la matrice, ils n'ont plus la matrice, ils essaient de trouver le meilleur disque disponible, quoi. Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'ils font ce boulot-là réellement? Quand ils nous disent réédition 24 bits d'un machin de blues de Robert Johnson. Bah, j'imagine qu'ils repartent de toute façon, oui. Ils repartent forcément de la matrice de la maison de disques. Et après, ça repasse dans des machines pour remasteriser à la sauce de. Ouais. Moi, je le vois comme ça. Parce qu'il y a toute une collection d'anti-Yazoo où on entend vraiment le 78 tours, quoi. Ça gratte. Ouais. Bon, ça fait le charme aussi du truc. Et après, on a vu des collections qui apparaissent où il n'y a plus de chouinte, quoi. Enfin, Ouais, ça c'est. Donc ça s'est passé à la moulinette comme ça, quoi. C'est passé par des ingénieurs qui bossent là-dessus, mais moi c'est pas mon domaine, mais j'imagine que c'est. D'après vous, ça enlève de la dynamique, ça ramène de la dynamique de son. Donc quoi, le fait de restaurer. Ouais. Par rapport à du chuintement, tout ça. Non, tout dépend tout dépend après comment vous restaurez la chose. Hein. Tout dépend du cas. Je ne saurais pas vous répondre, c'est au cas par cas après. D'accord. Voilà, je vais vous faire écouter quelques extraits maintenant. Donc là, c'est un extrait du Boléro de Ravel. Donc le chef d'orchestre, pour le coup, c'est une pièce assez rare parce que c'était lui aussi qui était le chef d'orchestre pour le coup. Attendez, je vais voir si ça fonctionne. Je vais lancer une autre. Donc là, c'est avant le traitement en fait. Donc on peut entendre de la distorsion. D'ici. Du souffle, des craquements, de la distorsion, c'est un 78 tours ça. Là, et après. Donc là, on peut voir le logiciel qui travaille là. Je lui ai dit tu m'enlèves un peu de grave, tu m'enlèves le reverb qui est là, tu m'enlèves un peu de souffle, tu m'enlèves les craquements, tu m'atténues la distorsion. J'espère que vous avez entendu une petite différence. Pardon. Voilà. Donc, juste préciser ce que c'est distorsion. Alors distorsion, comment vous dire, c'est un peu comme la saturation, mais en fait c'est le signal qui est un peu écrété. C'est-à-dire que vous avez la sinusoïde qui est censée faire une sinusoïde, et puis en fait en général les crêtes elles sont, enfin du coup la pointe de le sommet ou le creux de la pointe sont écrétés en fait, ce qui provoque ce bruit un peu agressif à l'oreille. Et le souffle, vous dites le souffle. Ouais. Qu'est-ce que c'est précisément? Le souffle, c'est comme c'est des. C'est comment dire, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est une lecture mécanique, le disque. Donc il y a un contact entre la pointe et le sillon. Et du coup, c'est généré à partir de ce contact-là. En fait. C'est un bruit spécifique. D'accord, ok. Et donc, les appareils faisaient du bruit aussi. Quand on enregistre, j'imagine. Donc ça crée aussi un souffle. Oui. Mais le but, c'est pas de. Nous, notre travail aussi, c'est de faire des choix à chaque fois qu'on restaure quelque chose. Le but, c'est pas d'aseptiser, le contenu audio
complètement. C'est de juste d'enlever un petit peu de choses pour que ça soit un peu plus intelligible. Donc ça peut être un peu de souffle, etc. Mais on ne va pas tout enlever, on ne peut pas tout enlever en tout cas sur des disques très anciens comme ça. Je sais que là, voilà, c'est plus, là ça va être des fonds radiophoniques, un peu plus récents, des rééditions, etc. un peu plus récentes, on va pouvoir travailler un peu plus que sur des disques de 1900 où voilà, c'est quand même une part de loin, quoi. Et là, par exemple, le boléro, si c'est en 78 tours, Mhm. vous regroupez après toutes les pistes pour faire un truc là, ou vous gardez les fichiers Ah non, chaque fichier, chaque chaque disque 78 tours, a sa parce que cote. si ça dure 20 minutes, bah, il faut Oui. attendre 78 tours. Ah, non, oui, non, vous on l'avez ne complètement. monte pas. Non, Vous montez on pas. monte pas. D'accord. Après, s'il y a des demandes particulières, des fois on fait des demandes de repos pour des expositions. Ouais, d'accord. Là, on est capable de le faire, Ouais. mais pour l'archive, en tout cas de la Mhm. BMF, on le fait passer vraiment code par code. Et donc voilà, ça c'est pour donc c'était pour le boléro, c'était un extrait pour la musique. Et là, combien de temps de boulot pour faire ça Ça, Quelqu'un l'a guéri pour le boléro, Ouais. alors, ça m'a pris 3-4 jours. Ouais. Parce qu'il faut d'abord le nettoyer, Ah ouais. numériser, Ouais. restaurer. C'est beaucoup de choses. Mhm. Et après, je me souviens plus si c'était un de face ou si c'était plus que ça. Là, c'était juste un petit extrait. Donc maintenant, un autre exemple, mais il y avait des questions. Oui, Ouais. juste le fichier numérique, après, il est conservé comment? Pardon. Le fichier numérique, il est conservé comment? Sous quel, Sous quel format le format, c'est du 2496, comme je disais tout à l'heure. Mais après, je veux dire physiquement. Physiquement, il est sur les serveurs, les serveurs de la BNF, en fait. Ok. De la BNF, c'est des méga data centers, hein, ils sont, je ne sais plus à combien de teraflops on est. Il n'y a pas que de l'audio, hein, aussi la vidéo. Et puis ces data centers-là sont clonés, je crois 3 fois. Il y en a peut-être un à Tolbiac, on a un data center à Bussy, et il y en a peut-être un troisième, mais je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Mais en tout cas, il y a plusieurs data centers. C'est du wave alors ou c'est du flash Oui, c'est du 24 bits 96 pour l'audio. Après, ce que vous entendez sur Gallica, quand vous consultez sur Gallica, c'est du MP3. C'est une version plus. Mais ça n'a pas grande différence. Et nous, c'est vraiment. Voilà, on numérise vraiment notre résolution parce que aussi, là, on a des capacités avec ces logiciels-là qui dit que dans 5 ans, 10 ans, il n'y aura pas des logiciels encore plus Puissants. performants, et ben on pourra toujours repartir de cette Ben copie ouais. droite, Mhm. puisque le disque de toute façon il sera plus exploitable. Donc voilà. Un deuxième exemple, c'est sur une voix parlée pour la différence, donc c'est Mahatma Gandhi. मैं कोई डॉक्टर की या तो वेट की भी दवाई नहीं करता हूँ। Haute surface, clic. डॉक्टर तो कहते हैं यहाँ ही मेरे सामने ही पड़ी है कि पेनिसिलिन ले लेते तो 3 दिन में खत्म होने वाली चीज है, उसको 3 हफ्ते लग गए। उस चीज को मैं मानता हूँ, ऐसा भी नहीं Là, on voit bien une fréquence मैं parasite. उसको Hein, मानता हूँ। ça, c'est une fréquence लेकिन साथ Qui revient tout le temps. parasite et qui est dans le signal des cieux. राम नाम वो सबसे बड़ी ऊंची दवा है। Donc maintenant, là. आज कल मैं कोई Après, maintenant. आज कल मैं कोई डॉक्टर की या तो वेट की भी दवाई Avec नहीं ces खाता। fréquences, je lui ai demandé de me. Voilà, je l'ai traité, enfin, je l'ai डॉक्टर ciblé तो pour la. कहते हैं Pour यहाँ la मेरे pour सामने पड़ी है Il est कि là, mais on l'entend plus en पेनिसिलिन fait. ले लेते Ah oui, on तो entend plus. 3 दिन में खत्म होने वाली चीज J'ai है, supprimé उसको avec, 3 avec हफ्ते une लग fréquence, avec un गए। flux उसको très. मैं मानता हूँ, Pourquoi on l'entend plus Ouais, un ऐसा भी flux नहीं notch, on appelle ça, un मैं flux उसको मानता très, हूँ। très précis. लेकिन साथ साथ मैं ये समझ गया हूँ कि राम नाम वो सबसे बड़ी ऊंची दवा है। Incroyable. Donc, bon, encore une fois, le but, c'est pas de dénaturer, c'est vraiment de rendre le plus intelligible les choses. Donc voilà pour ce qui est de la restauration. Donc après, il y a encore un travail, mais parce que ça, c'est pas automatique. Je lui ai demandé, j'ai effectué des réglages. Vous voyez, attendez, cette partie-là, là. C'est pas un truc automatique. Hein. Quand j'ai décidé de lui appliquer tel ou tel traitement, je lui ai dit quand même, c'est à tel niveau que tu dois attaquer le problème en question, avec telle force, etc. Donc il va me faire une première passe comme ça, quand j'aurai fait mes réglages. Vous avez vu,
il a déroulé son traitement, etc. Donc il a appliqué le traitement. Mais après, il va rester toujours des petites choses à droite, à gauche, que cette procédure n'aura pas tout enlevé, qu'on n'aura pas complètement enlevé. Donc nous, après, on va faire une retouche un peu manuelle. C'est nous qui allons agir sur les défauts qui n'ont pas été traités par cette procédure-là. Donc, et pour finir... Juste vous écouter sur des enceintes. Oui, bah vous avez... attendez, c'est d'abord... Attendez, parce qu'il y a mon... Je vais vous montrer. J'attends que mon PowerPoint débug. Je sais pas pourquoi j'ai plus rien à dire. Les mecs qui font de la radio, là, ils disent, des fois, ils passent... ils disent à l'illustrateur sonore, trouve-moi telle musique des années 70, là. Ils disent que toujours, c'est pas le disque qui passe, c'est le disque numérisé, d'après ce que j'ai compris. Le gars le passe, l'écoute et le numérise. Je sais pas, mais on va à Radio France, on posera la question. Nous, on vient de Radio France, justement, on a des cellules de restauration un peu pareil comme vous, ouais. Et c'est ce qu'ils font. Ouais. Ah, c'est ça. Hein, ouais, Vincent Froment, vous avez vu? Non? Non, Jean-Pierre Potré. D'accord. Ah, pas Jean-Pierre. C'est un petit nom dans ce que Jean-Marc Potré ouais. et Emmanuel Armand. Et qui font la restauration sonore? Ouais, ouais. C'est à peu près pareil, ouais. D'accord. Et vous bossez là? Ouais, à la discothèque. Ah, d'accord, cool. Donc, je sais pas, voilà, vous parlez des enceintes, on a des systèmes d'écoute comme ça. Vous le voyez? Ah, pardon. Ah ouais. Ah, mais j'ai un petit souci, c'est que... j'ai un petit souci, là. Ouais. Bon, je crois qu'on va finir. Heureusement, j'avais plus que du. Si j'avais encore des petites choses à vous faire voir. Non, c'est en venu, je crois. Donc voilà. Et donc, dernière chose sur lesquelles on travaille en dehors des disques, des bandes magnétiques, etc. Des missions un peu plus ponctuelles. Avec mes collègues de la restauration vidéo, ils ont été chargés de restaurer ce documentaire, je ne sais pas si vous le connaissez ou pas, ça, Sois belle et tais-toi, réalisé par David Finserig, voilà, qui interviewe 23 actrices, donc ça va de Jane Fonda à Maria Schneider, et elles témoignent grosso modo face caméra de leur rapport intime au cinéma à cette époque. Donc, cette époque, c'est fin 70. Avec voilà, la domination, enfin c'était avec domination masculine et le sexisme, etc. C'est l'association Simone de Beauvoir qui nous a donné ça à faire. Et en fait, c'est un documentaire qui a été tourné dans des conditions, on va dire amateurs, hein. C'était pas des vraies réalisatrices. Enfin, entre guillemets, excusez-moi, mais c'était aussi la manière de vouloir le faire. Elle voulait faire ça un peu de cette manière-là, pour que ça soit, pour reprendre aussi les émotions des actrices de cette manière-là. Donc je ne sais pas si c'était voulu ou pas, mais en tout cas nous on s'est retrouvés avec une bande sonore très médiocre, beaucoup de bruit de fond, beaucoup de problèmes. Et voilà, je vais vous faire écouter un ou deux extraits. Mais je ne vais pas vous les faire écouter comme ça. C'est autre chose qu'Audacity, quoi. Ah, c'est un peu, ouais, c'est un peu ça, un peu plus performant. Excusez 2 secondes. Je vais sortir de là, du coup. J'arrive tout de suite. J'y suis.
sais pas si je pourrais le diffuser là-dessus. Well, I've been up for 16-year-old parts now. Bon, je sais pas pourquoi ça peut pas passer sur le truc le grand écran, on va le faire comme ça. On va essayer du moins. Tout le monde peut bien voir par contre. Ouais, bon, ça c'est le logiciel sur lequel je travaille et en fait, bon, j'ai fait, vous allez entendre beaucoup de bruit parasite, de fréquences parasites. Si j'arrive à refaire lecture. Animal. Well, Voilà, je sais pas si vous entendez bien la I've been up fréquence for parasite. 16-year-old parts now. Et je fais un avant-après en fait, vous allez voir là, c'est avant le traitement. There's nowhere. Et là, j'ai... Well, there's nowhere that anyone else sees me at 16. Là, je I reviens. really may wake up one bright Sunday morning and think, oh, it's 16 today. But Voilà. when I walk Donc ça, c'est into ce qu'on appelle du office, denoising en fait, go look and see what où she j'enlève tout ce qui est cette fréquence parasite. Je sais pas trop ce que c'est, si c'est un buzz, une ronflette. It's physically impossible, I Et j'atténue aussi tout ce qui est ambiance à l'arrière, I would like to portray En avant, ouais. parce que basically what I am. la réalisatrice pardon, a dû traiter ça, a dû enregistrer cette séquence, probablement l'actrice c'était chez elle. Donc peut-être qu'elle avait les fenêtres ouvertes, j'ai l'impression d'entendre de la mer derrière ou ce genre de choses. Et donc ça couvrait tout en fait. La voix, et donc voilà, donc ça s'appelle du denoising et j'essaie de travailler là-dessus pour rendre tout ça plus agréable à l'écoute. Je vais faire un deuxième exemple. Donc ça, c'est pas une altération avec le temps, c'est vraiment... Non, c'est pas une altération, c'est vraiment la prise, voilà. C'est la prise directe. Là, vous avez vu la caméra qu'elles ont utilisée là, sur la photo, c'est les premiers enregistreurs un peu grand public portables comme ça, avec des gros câbles. Je sais pas si la masse elle était bien maîtrisée à l'époque. Donc voilà. Deuxième exemple, qui est à peu près pareil sur ce film. Older home children. Well, let's say 50s. Donc avant et après. Such as what type of part? I can't even think of it. Voilà. Hop. What, Elizabeth Taylor? She's not 50, she's 40. This is the 50s. Lucille Ball? Oh, she's more. Here. C'est quoi le logiciel que vous utilisez? Ça s'appelle, alors le principal là, c'est Cedar. Ok. C'est anglais, c'est anglo-saxon. Deux derniers exemples. Et après je vous laisse tranquille. Là c'est Maria Schneider. Bertolucci a fait. Donc là elle est sur une terrasse, bah là la photo qu'on a vue, tout de suite la première photo que je vous ai montrée tout à l'heure. Elle est sur une terrasse, il doit y avoir de la climatisation, un peu de vent. Et du coup ça couvrait un peu la totalité de sa voix. Bertolucci a fait Donc là c'est avant. du rôle, tu vois. Oui, il m'a maquillée, il m'a mis deux lignes noires, comme ça, ici. Sachant que quand tu mets du maquillage sur une fille jeune, trop jeune, qui est pas prête pour le maquillage, ça donne un air vulgaire, perverse. Ils savaient ça. Et toi, tu l'as compris? Et c'est ça. J'ai compris pendant, parce que on a improvisé certains trucs, mais la plupart du film, c'est... Donc voilà, et le tout dernier, là c'est pareil, c'est une autre actrice. Et elle a fait, bon il y a aussi un problème de bruit de fond un peu lancinant, mais il y a aussi, elle doit taper sur la table à un moment donné, vous allez voir.
Et en fait, ce film-là, il a été destiné à être visionné en auditorium, en salle de cinéma aussi. Donc vous allez voir, c'était très embêtant de le laisser. Mais après, c'est des choix qui sont faits. Je n'étais pas obligé de The le faire. 11th time, I was so upset that he actually asked Donc me là, the c'est question avant. again, that I took a pencil Voilà, tac, and premier I choc stood là. up against the wall and I made a big black mark on the wall. And I said, that's how Deuxième tall choc I va am. arriver. So the next time you think of me for a part, Boum. that's how tall I am, and you don't have to call me all Plus the le way bruit de fond. out here to ask me how tall I am. Donc ça, c'est avant. Donc moi, j'ai décidé de l'enlever. J'aurais pu le laisser, j'aurais pu baisser le niveau, le laisser. Moi, sachant que c'était diffusé sur quand même des systèmes d'enceinte relativement costauds, donc au cinéma, je me suis dit c'est très agressif sur des enceintes de bonne qualité. Donc moi, j'ai décidé de l'enlever. Mais ça, c'est presque du mixage son, en fait. Pardon? C'est comme c'est un peu le métier de mixeur son, en fait. Ouais, mais j'ai pas fait que dénoiser, j'ai remixé après Ah, oui. parce que les niveaux étaient très fluctuants. Faut savoir que c'est une copie qui vient d'une copie de bande, etc. Donc on ressouffle, beaucoup de souffle, une couche de souffle supplémentaire. Donc oui, il y a eu une période de remixage derrière aussi. The 11th time, I Donc là, vous allez voir, was so upset premier choc that qui he était actually là, asked me the on n'entend question plus. again, that I took a pencil Ça s'entend un peu. and I stood up against the wall Je l'ai and I retravaillé, c'est pas la version finale. made a big black Et le mark deuxième on ici. the wall. And I said, that's how tall I am. So the next time you think of me for a part, that's how tall I am. You don't have to call me all the way out here to ask me how tall I am. The 11th time, I Voilà, donc c'est ce que je voulais un peu vous faire écouter. Différentes choses qu'on fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tout est clair? Merci. Et vous avez le lecteur qui va... Non, après il le regarde. Ah, d'accord, là, mais c'est la gravure au fond de la matrice. Donc il a fait ça en speed. Non, ça me dit rien. C'est pareil que ça garde vachement bien. D'accord. Je saurais pas vous dire. Ça vous dit rien? Non. C'est un truc véridique. Je pense pas que ça soit une arnaque en plus. Ils ont fait ça pour sauvegarder le catalogue du Ouais. jeu. C'est une manière un peu... Bah, ça leur permet de repartir sur les droits d'auteur aussi, de dire on a ressorti un master. Mais du coup, c'est pas fait n'importe comment. C'est une petite de Gage Martin qui a fait ça. Comment vous appelez ça? High speed? C'est une espèce de high speed. Je regarde le nom. Ça aussi si vous connaissez ce procédé-là. Donc on a accès à Internet, là, c'est pas grave. Non, vous devez avoir un peu de connexion, je pense. Au revoir. Au revoir. Excusez-moi, juste une petite question, c'était par rapport au matériel de nettoyage pour les vinyles. Qu'est-ce qu'il faudrait pour un matériel, enfin pour des disques grand public, qu'on prête nous parce qu'on hésitait à acheter par exemple, je sais pas, il y a des machines où on trempe le disque. Oui, c'est ça, c'est l'ultrason. L'ultrason, là, Ça, c'est l'idéal. Ouais, c'est mais là, efficace, ça va ça. vous coûter. C'est l'idéal. Ouais. Vous avez combien de disques aussi? Ouais, on commence à en avoir quelques-uns. Parce que là, c'est cher, quoi. On a la médiathèque départementale de Haute-Garonne, donc Ah oui. on commence à avoir un bon petit stock. Ouais, d'accord. Donc voilà, il y a des fois, ils arrivent un petit peu, ça Ah oui. justement. Bah oui, les bains C'est ultrasons, mieux, ouais. ou sinon vous avez les machines Loric, si vous avez ici la boîte Loricraft. C'est la Mhm. machine que je vous ai montrée tout à l'heure. Ok, Ça, d'accord. je crois que c'est en anglais, mais je suis pas sûr. Mais j'ai vu, ils ont encore le... Non, parce que j'en ai vu des machines à nettoyer entre 500 et 5000, quoi, à peu près, Mais oui. entre 500 et 5000 euros, quoi. Ah bon? Ouais. Donc bon, je me dis que c'est à 500, forcément, ça va Ouais. être un peu limite.
Excel à 5000, ça doit être plutôt. Regardez les balles ultrasons, moi j'en ai pas vu, vraiment c'est pas, je pense pas que ce soit des tarifs comme ça. Ouais, ok, ouais. Et puis la machine Loricraft, c'est celle qu'on utilise nous, LORI et Craft. D'accord, ok, ouais. Après je suis pas sûr qu'on ait trop les moyens non plus, mais. Oui, non mais voir quoi. C'est les deux solutions les plus efficaces. efficaces. Parce que de toute façon on sera amené à nettoyer nos disques, je pense, à un moment ou à un autre. Parce qu'effectivement. Mais le disque là, c'est quand même pour du boulot en profondeur, quoi, l'intérêt. De ces machines-là, elles nettoient vraiment en profondeur, alors que vous, ce que vous récupérez, ça va être des doigts, tu vois, qui avaient les doigts un peu gras. Oui, mais après, au fur et à mesure des années, c'est toujours le problème. Après, si tu entretiens... Voilà, c'est ça, quoi. On a du matériel pour nettoyer, qui a une espèce de pchit et un chiffon. Mais bon, au bout d'un moment, je pense que ça suffira pas, quoi. Ouais, après, c'est ça, quoi. Il faut racheter les disques. Et le logiciel que vous utilisez, c'est Cedar, là, vous disiez? Ouais, Cedar, alors c'est 60 000 €. C'est un espèce de. C'est comme un. C'est un ordinateur et dedans il y a des licences pour chacun des modules. Parce que moi j'utilise de temps en temps des denoisers ou des choses comme ça, mais moi à titre personnel, pour enlever des souffles, des choses comme ça. Il y a aussi Isotope. Ouais, Isotope, voilà. Alors c'est moins précis que le Cedar, mais voilà, parfois ça peut faire le job. Il y a un avant, un après, on le sent bien. Ouais. Bonne continuation. J'ai pas de connexion. Pas de connexion. C'est pas grave. Merci en tout cas. Je vous en prie. C'était vraiment intéressant. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir.